découvrir les échanges souvent mouvementés, opposés ou partisans dans les vidéos. Parcourir, tu regardes dans le rétroviseur. Non, non, non. Regarde devant. Regarde où tu vas. Mais on est là, on est concentré, on est toujours dans le rétroviseur. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on cherche dans le rétroviseur, les gars? Les batailles entre nous, là, ça va se faire. Mais pour qu'il y ait la bataille, là, il faut que le terrain soit préparé. Il faut que les conditions soient réunies pour qu'on puisse aller à une bataille démocratique. PDCI, là, on va les combattre. GPS, là, on va les combattre. Blé Goudé, là, on va le combattre. Et Maman Simone, là, on va la combattre. Mais aujourd'hui, là, si tu la combats, mais tu vas faire quoi demain? Si tu la combats, demain même, là, tu ne pourras même pas la combattre parce que tu ne pourras pas être candidat. Eux, ils ne seront pas candidats et puis c'est fini. Moi, tout à l'heure, là, j'étais en train de scroller et puis j'ai vu, il y a comment on appelle ça, un bidule là. On dit, il s'appelle Black Modo. Il est en train de faire du choukouya du président Laurent Gbagbo. Il dit, mais lui là même, là, il est dans quelle affaire? Bon, tu fais du choukouya du président Laurent Gbagbo là. Est-ce que ça permet à Cap Côte d'Ivoire de prendre le pouvoir? Non. Donc ça sert à quoi? Faire du Gbagbo bashing pour rien? Bon, excusez-moi, c'était une motion, ça a en même temps été une prise de parole, mais les gars, il faut véritablement, moi, rappelez-moi le sujet du jour, et puis je vais y apporter peut-être ma contribution. Mais sortons de ça, ça sert à rien. Voilà, c'est ridicule ce qu'on fait là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment, tu as vraiment dit des choses très, 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 très sages. Ouais, des choses très, très sages. Donc, on va écouter puis on va continuer de faire le débat. Merci à Dr. Ousmane Chérif qui nous rejoint dans ce débat. Trendy, tu as la parole. Quel PPAC et surtout quelle opposition ivoirienne face aux enjeux 2025? On a beaucoup de choses qu'on voit, qu'on entend. On a l'impression que les leaders politiques aussi ont l'air d'avoir des intérêts personnels, divisions. Quelle est la recette que tu proposes pour l'opposition ivoirienne? Bon, le frère Zarato a déjà tout dit, hein. Il a dit toute ma pensée. C'est exactement ce à quoi. Et depuis, ça fait un bon moment que, je sais pas, ceux qui m'ont déjà écouté, j'ai dit la même chose. On ne fait que battre la même chose, mais aujourd'hui, il a tellement dit exactement ma pensée que je suis, voilà. Contrairement à ce que j'ai entendu du frère Les Lions à dire oui, on va rester dedans et tout, parce que c'est elle qui nous a mis dedans. Je pense que c'est pas, non seulement c'est pas à l'ordre du jour, mais si on veut faire sortir les casseroles et les pensées de chacun, voilà, on va pas s'en sortir. Et comme le frère l'a dit, c'est pas ça qui va mettre quelqu'un sur la liste électorale. Et comme je l'ai dit auparavant également, je ne sais pas à quoi ça servit jusqu'à là parce que tout le monde s'est dérouté apparemment de son chemin qui est le vrai combat, à vouloir dire que c'est la faute à l'autre, c'est la faute à l'autre. C'est vraiment un manque de sagesse pour moi. À ce stade, ce que je peux dire, c'est que comme le frère l'a proposé, quand l'autre a un combat, personne ne dit d'adhérer aux idéologies. Tout le monde dit c'est de faire un combat commun. Et après, chacun va parler voilà, chacun va parler de son mentor, de son leader pour pouvoir gagner une élection. On n'en est même pas là. On n'en est même pas là, en fait. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que c'est une question de personne. J'étais sur des panels où des gens étaient capables de dire que si c'est ça, si eux, ils doivent placer Ouattara, ils doivent placer Tidiane Tcham, dans ce cas, c'est pas la peine. Ouattara n'a qu'à rester au pouvoir. Et c'est la mentalité aujourd'hui, c'est ce que M. Lignon vient de dire. Donc, on ne sait même plus aujourd'hui, euh, vous voyez, ça crée un cafouillage inutile, et puis une bataille inutile pour à la fin venir s'essouffler, alors que le monsieur même, il a tout un système, tout un programme aussi derrière. Il faut vraiment, je ne sais pas si les gens voient l'ampleur de la chose, il faut vraiment
avoir beaucoup de stratégies et une vraie force pour pouvoir déterrer ce pouvoir, en fait. Donc, ce que moi, je peux dire aujourd'hui, c'est que à ce stade, si l'un fait son mouvement, tout le monde n'est pas obligé de porter le même t-shirt. Le PDCI sort avec son t-shirt, on résiste. Trop, c'est trop parce qu'on résiste. Ou bien on résiste parce que... Non, pardon. On résiste parce que trop, c'est trop. Voilà. C'est tout. On résiste parce que trop, c'est trop. Et c'est ce que le monsieur vient de dire. C'est la même chose. On résiste parce que trop, c'est trop. Donc, je ne vois pas où est le problème. À venir dire non, c'est toi qui avais dit ça. Non, c'est toi. Les gens du PDC, tout le monde va venir dire que oui. Si Gbagbo, pendant que Bédi avait mis Alassane en exil, Gbagbo est venu le remettre sur la liste électorale pour qu'il soit président aujourd'hui. Pourquoi on ne va pas s'associer à lui aussi? Chacun a sa part de responsabilité. Vous pensez que regarder dans le rétroviseur, c'est la solution? Chacun a son mot. Et puis, le truc, c'est que personne ne peut dire aujourd'hui, comme j'ai entendu, personne ne peut dire qu'il y a un seul candidat qui va aller seul à la bataille. Parce que j'ai l'impression que c'est ce que certains pensent. Que à nous seuls, on peut. D'autres pensent que oui, ils vont s'asseoir dans leur petit groupe à se dire que oui, on va aller voir la communauté internationale. D'autres pensent que oui, c'est quand ils vont sortir ou bien ils vont casser que ça va changer quelque chose. Pendant que Ouattara a tous ces gars dans un cas terré partout pour pouvoir tuer les Ivoiriens. Chacun a sa méthode. Si d'autres vont voir la communauté internationale, d'autres peuvent marcher. Tout le monde peut marcher. D'autres peuvent utiliser tous les moyens au lieu de critiquer les moyens des uns et des autres. Parce que les moyens à la communauté internationale, quand on va dire de revoir, de mettre tout le monde sur la liste électorale, ça bénéficie à qui, finalement? Ça bénéficie à qui? Les mêmes là, ils vont mettre Gbagbo sur la liste électorale. Qui allait voir la communauté internationale pour que ça marche? C'est ça, en fait. Prenez un peu plus de maturité que ça, que d'aller de... Vous voulez combattre en même temps un truc, pendant que vous voulez combattre. Quand on finit, qu'on est sur la liste des êtres là, si vous voulez monter sur tous les toits pour dire qu'on n'est pas un Africain, il n'y a pas de problème. Et puis les Ivoiriens vont choisir, c'est ça la démocratie. C'est pas parce que toi, tu as forcément un une idéologie, tu as forcément un truc que ça veut dire que c'est les autres qui sont forcément coupables. Il n'y a pas de problème. Les convaincre, parce que c'est ce qu'il a fait. Et puis les frères du Nord, aujourd'hui, tu vas faire, tu vas monter, tu vas descendre, tu te dis ado jusqu'en 2050. Pourquoi? Parce que tu as l'air tellement tapé, tapé, tapé. Ils ne sont, il y a jamais, ils vont jamais venir te dire que il n'y a pas de problème, on a changé d'avis. À part ceux qui étaient plus ou moins lucides depuis le début. Pourquoi? Parce que vous avez tapé en disant que, en faisant croire que si c'est pas vous, vos idéologies, il n'y a personne. C'est pas ça la démocratie. En disant que quoi? Qui a fait? Non, la démocratie, c'est que oui, je t'ai accepté, je pensais que tu pouvais faire l'affaire. Si tu fais pas mon affaire, mon frère, c'est bon. Et si on voit que nos frères, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Donc, si on voit que nos frères souffrent, faut partir. On veut une autre personne qui va venir nous faire un autre truc. Si toi, tu n'as pas confiance dis à tes autres frères, n'ayez pas confiance. C'est la démocratie. Puis les Ivoiriens vont choisir. Mais on n'en est même pas là. Même pas là. Mais ils sont là, ils tapent tu vois, j'ai de la majorité aujourd'hui des panels où moi je regarde. On peut dire que c'est la popularité. Mais en fait, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un, tout ce que moi je peux dire, c'est qu'un leader, un bon leader, pas nos leaders, mais quelqu'un qui va sortir, ou bien soit ils vont parler à nos leaders, ou bien soit une personne. Aujourd'hui, on dit que BDT ou quoi que ce soit. J'aurais pensé que ce soit une personne qui soit là comme un Blé qui va appeler tout le monde à sortir. Mais quand on dit tout le monde à sortir, aujourd'hui, ils ont quelle raison? Ils disent qu'ils ne peuvent pas sortir pour un candidat. Mais quand vous êtes sur les panels, là, oh, Babo, c'est lui qui va faire le panafricanisme. Oh, Tsam, c'est lui qui va faire du truc. Mais les gens ne veulent pas ça. Ils ne vont pas sortir pour ça. C'est ça, je dis, on n'a pas le bon combat. Parce qu'on combat pour des personnes. Les gens ne vont pas sortir. Tu vois, quand on voit les gens, pourquoi ils découragent les jeunes aujourd'hui, ils disent ne sortez pas pour un candidat. Mais Gbagbo a donné la meilleure stratégie. Mais ces militants ne suivent pas. Il te dit que ce n'est pas une question des candidats. Donc le PDCI, le truc, quand ils sortent là, c'est quelqu'un qui va appeler pour dire mon frère, ma soeur, c'est pas une question de PDCI, c'est pas une question de PPACI, c'est une question de la Côte d'Ivoire. On vient libérer le pays. Donc sortez pour pouvoir défendre votre nation. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand vous venez devant nous, les militants de PDCI, PPACI, quand vous allez sortir, on va dire quoi? Ce sont les militants de PPACI, on va pas dire que ce sont les Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas au PPACI. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au PDCI. Ce qu'on veut entendre, c'est quelqu'un qui va venir dire les Ivoiriens sortent et vous donner une date pour ça. PDCI, PPACI, chacun sort dans son t-shirt. On résiste, trop c'est trop. Qui a un slogan? Ceux que vous appelez les traites là, s'ils sont traites, ils ne vont pas sortir. Ils ne sortiront pas. Donc vous les combattez. C'est comme ça que vous allez combattre les traites. Au lieu d'accuser d'être sur les panels à crier, oui, tel est traite, tel est traite.
Paie les traites. Est-ce que ça change quelque chose? Dis-lui, s'il est prêtre là, il va pas demander à ses militants de sortir. Solide Manu, ton micro, s'il te plaît. Solide ton micro. À 7 heures de la journée. Et il est prêtre là, il va pas demander à ses militants de sortir. Il va pas leur demander de sortir. C'est là que tu verras s'il est prêtre ou pas et tu seras prêt contre ton combat. Est-ce que ça, c'est un problème? Est-ce que c'est un truc? Ok, il vient ici, il sort, qui dit il est prêtre. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui. Ok, puis quoi? Est-ce que c'est le combat en ce moment? Tout le monde est éparpillé, à camper sur un candidat, comme s'il n'y a qu'une seule personne qui... C'est vrai, c'est le montant, il n'y a pas de problème. Mais parlez Côte d'Ivoire. Enfin, je dis même pas parler, parlons Côte d'Ivoire. Parlons Ivoirien. Parlons de nos problèmes. Et sortons pour nos problèmes. Ne sortons pas pour dire que non, on est venu défendre, comment on dit, et puis, soyez dans la stratégie. Parce que vous êtes là, comment dire, on va sortir pour défendre le panafricanisme pendant que les Français sont en train de nous combattre encore. Pendant que en fait, tout le monde est mélangé. On ne sait même plus pourquoi finalement les gens sortent. Donc, c'est sorti pour la Côte d'Ivoire. Chacun va porter son t-shirt et va montrer à la communauté internationale qu'il y a un problème. Quand je parle de communauté internationale, ce n'est pas forcément la France. C'est même les pays africains. À montrer qu'on a un problème et qu'il faut qu'on le règle d'une manière soit démocratique. Il faut qu'on le règle d'une manière civile, sans passer par le sang. C'est ce qu'on veut voir. C'est pas en cassant. Non, c'est en sortant dans la paix et en montrant qu'on est un. Et que ce sont les Ivoiriens. Ce ne sont pas des partis politiques qui veulent faire descendre un pouvoir. Ce sont les Ivoiriens qui le veulent. C'est ce qu'on demande. Donc, bon, je vais couper mon micro. Merci. Merci Trendy, merci. Quand on entend Trendy parler, hein, moi j'ai une question que je vais poser, mais on n'a pas répondu à la question. Peut-être quand si tu es disponible. Ok, si tu es disponible, Hans, est-ce qu'en fait, il n'y a pas un problème au niveau de la compréhension de l'enjeu que cette élection ou cette période de 2025 d'accord représente pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que ce n'est pas parce que les gens n'ont pas la même perception de l'enjeu? Peut-être que certains pensent que c'est juste une élection, pour d'autres c'est un combat contre l'impérialisme, pour d'autres c'est juste je veux venir juste au pouvoir parce que bah écoute c'est mon temps, ou bien je veux être là parce que bah écoute moi je suis un très grand banquier économiste donc j'ai besoin d'être là pour changer l'économie du pays. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de compréhension de l'enjeu même en fait, de ce qui se passe au niveau de la géopolitique, au niveau des enjeux profonds pour la Côte d'Ivoire? Ok, désolé, j'étais un peu absent là. Désolée, je vais répondre rapidement. Ou bien c'était pas à moi la question? Bon, il m'avait adressé la question. Ah, pardon alors. Désolée alors. Ok. Non, c'est pas une question de compréhension des enjeux, à mon avis. Je pense plus que c'est la question de l'intérêt qui est en train de prendre le dessus sur la question de l'enjeu. Ça veut dire que on pense pouvoir tirer le couvert plus de son côté pour bénéficier des retombées de la lutte ou des actions qu'on va mener. Je pense que c'est ça qui tue l'enjeu, justement. Ça veut dire que c'est plus les calculs politiciens qui sont mis en avant. Voilà. Je pense que ce sont les intérêts qui sont en train de prévaloir sur la cause. C'est ce que moi je comprends. Maintenant, le tout, c'est lequel? C'est que on est dans un système politique où on défend d'abord les intérêts du parti que les intérêts de la nation. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut arriver à faire, moi je pense, c'est d'arriver à situer lequel des acteurs politiques reflète au mieux la lutte ou le combat qu'on mène. Quel est celui qui met la nation au-dessus de l'intérêt personnel ou de l'intérêt du parti politique. C'est ça, en fait, moi, que je comprends. Sinon, ce n'est pas que les gens ne comprennent pas les enjeux. Ils savent très bien les enjeux,
Maintenant, c'est que dans la bataille pour accéder au pouvoir, on est plus centré ou focalisé sur les retombées de la lutte. Donc, chacun use de stratagèmes pour mieux se positionner. Or, en faisant comme ça, bien évidemment, on met l'enjeu, on relaie l'enjeu au second plan. C'est ça, en fait, le truc. Ouais, Zara, tu as une motion, vas-y. Oui. Moi, ce que je veux dire sur la question de Teradi, non, je dis Teradi, c'est pas Teradi, de Tanguy, c'est que plutôt les gens, ils sont en perspective lointaine. Alors, bon, là, je vais expliquer ça. En fait, on a une situation actuelle. En fait, je pense qu'ils ne comprennent pas ce qui se joue présentement. Ils pensent que celui qui va être devant, celui qui va porter le fanion, hein, sinon le brassard de cette lutte-là, c'est cette personne-là qui va prendre le pouvoir. Non, ce qui se passe présentement, on n'est même pas encore au stade du pouvoir. On est simplement au stade de la lutte pour avoir des meilleures conditions d'une élection. Et ça, les gens ne le comprennent pas. C'est parce que les gens ne comprennent pas que chacun se bat pour son leader. Sinon, il n'y a même pas lieu de se battre pour un leader. Il y a lieu de se battre pour qu'il y ait une justice en Côte d'Ivoire, pour que les injustices qui ont été commises soient réparées. Et les injustices là touchent tout le monde. Donc, on doit se battre pour tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir un leader dans ce combat actuellement là, parce que c'est un combat qui appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Nos leaders ont donné le là, mais ça suffit. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que si c'est le président Laurent Gbagbo qui porte l'étendard de cette lutte-là, c'est lui qui sera le président de la Côte d'Ivoire. Non, il y a 2 étapes. Après ça, il y a le vote. Et les gens sont déjà dans le vote. Comme si on avait déjà fini le premier tour. Non, il y a ça, il faut d'abord régler ça. Après, il y a le premier tour, et puis après, il y a le second tour. Mais les gens n'y pensent pas. Excusez-moi. Merci beaucoup, merci beaucoup. On laisse Hans terminer son propos et puis on se donne la parole à Dr. Ousmane Cherif. Ok, merci. Évidemment, je pense qu'on a dit sensiblement les mêmes choses, mais à des différences minimes. Hein. C'est exactement la pensée que j'essayais de traduire. Voilà, donc c'est la course à qui va mieux se positionner. Et quand c'est comme ça, l'enjeu est un peu occulté, plus ou moins occulté. Et ce sont les intérêts qui vont primer. Ça, c'est clair, parce que on ne va plus batailler justement pour cet enjeu-là, mais on va batailler pour positionner au mieux celui qui représente l'intérêt du parti ou alors d'un groupement politique. Et quand c'est comme ça, c'est clair qu'on va pas avoir cette ligne commune pour mettre au devant l'enjeu qui normalement devrait primer. Voilà. Mais je pense que la situation que nous vivons tous, heureusement, et moi je vais dire heureusement, s'impose de façon très violente aux Ivoiriens. Ça veut dire que cette situation-là ne laisse aucun choix aux Ivoiriens que de se décider, en fait. C'est-à-dire, on n'a pas de choix. Il n'y a pas de choix qui est donné aux Ivoiriens. Voilà. Donc, la situation qui est là en ce moment met les Ivoiriens dos au mur, de telle sorte qu'on doit d'abord franchir la première étape, donc passer le premier palier, qui est de créer des conditions pour des élections inclusives, transparentes, justes. Voilà. Ça, je pense que c'est le premier combat qui doit être obtenu. Et c'est à l'avantage de tous les acteurs politiques, de tous les partis politiques et même la société civile, en tout cas de tous ceux qui veulent que la démocratie puisse prévaloir. Maintenant, après ça, va venir, comme tu l'as dit, cher doyen, la deuxième étape qui serait de se mesurer dans les urnes. Et là, maintenant, on aura le choix. Voilà. Sinon, dans le cas d'espèce, là où nous nous trouvons dans le contexte actuel, on n'a vraiment pas le choix. Il faut véritablement lutter pour le même objectif parce que je crois savoir que nos revendications
quoiqu'elles sont tenues par différents partis politiques, différents groupements, se rejoignent quelque part. Donc, voici ce qu'il a lieu de faire. Pour la première étape, imposer un carnet bien précis pour le processus électoral, dont notamment la RLE, la liste électorale, tout ce que nous savons déjà. Une fois que cela est acté, nous croyons que cela sera acté et fait, on pourra maintenant se mesurer, s'affronter en tant qu'adversaire, tout simplement. Merci. Merci beaucoup, Hans. On a Dr Ousmane Chérif qui nous fait, en tout cas, l'honneur d'être là sur le panel du PDCI. Docteur, en tout cas, merci d'être là. Quelle opposition pour 2025? Quels sont les enjeux pour 2025? Et puis, on a l'impression d'avoir une opposition qui a l'air d'être divisée. On a l'impression qu'il n'y a pas d'unité, problème de leadership, vraiment. Quelle opposition pour 2025? Quels sont les réels enjeux donc, de cette élection présidentielle et comment surtout le PDCI, votre parti se positionne dans la globosphère de l'opposition et comment est-ce que vous comptez en tout cas à résister, sans rentrer dans les détails bien sûr de stratégie de résistance. Merci. Donc bonsoir à tout le monde, merci beaucoup en tout cas de me faire monter sur ce panel. Je vais pas durer dans la parole. Je voulais juste, j'ai entendu certaines personnes parler en bas. J'étais très content d'entendre certains propos. Zarathustra, Hans, en tout cas, merci beaucoup. Je voulais juste dire trois petites choses avant de descendre. La première chose, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas que dans un parti politique, il y a différents niveaux de communication. Tout le monde ne parle pas au même titre. Il y a le leader qui est le premier niveau de communication. Il y a la direction qui est le deuxième niveau. Il y a les communicants non officiels. Bon, les communicants d'abord officiels qui sont le troisième niveau. Il y a les communicants non officiels qui sont le quatrième niveau. Et puis, il y a un autre niveau que moi j'appelle les parleurs. Ce sont des gens, bon, qui disent ce qu'ils veulent, etc., etc. Ce qui est important quand on est dans un même, quand on est dans un même bateau, c'est d'abord que les niveaux de communication ne se chevauchent pas. Quelqu'un qui est communicant officiel, il parle avec les communicants officiels. Quelqu'un qui est communicant non officiel, il parle avec les communicants non officiels. Quelqu'un qui est de la direction, il répond à la direction. Le leader répond au leader. Les parleurs se parlent entre eux. Donc, on ne mélange pas les moutons et les cafards dans une lutte politique. Si moi aujourd'hui, quelqu'un de la direction d'un parti politique d'opposition prend la parole, moi qui suis communicant officiel, je ne réponds pas à ces gens. Je ne réponds pas parce que c'est pas de mon niveau. Si quelqu'un qui est parleur simplement prend la parole pour attaquer mon leader, je ne le réponds pas, je ne lui réponds pas parce qu'il n'est pas du niveau auquel je parle avec les communicants officiels et je parle avec les communicants, les non officiels parlent entre eux. J'espère qu'on se comprend. Je vais peut-être revenir sur ça à la fin quand je vais parler. Donc, deuxième chose, c'est la première des choses que je voulais dire. Que les gens ne confondent pas les attaques entre les différents niveaux de communication qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Moi, parfois, j'ai des amis du PDCI qui me disent non, j'ai vu un gars sur un panel en train d'attaquer le PDCI. Mais est-ce que ça, moi, je pense que je n'ai pas à parler à un gars comme ça. C'est pas de l'orgueil, hein. Je veux dire simplement que en tant que niveau de communication, quand tu ne peux pas te répondre à un gars qui n'a pas le même niveau de communication que toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, qu'on le veuille ou non, vous savez, il y a une anecdote qu'on appelle l'anecdote du singe et du lion. Qu'on le veuille ou non, on vit ensemble ou on meurt ensemble. C'est aujourd'hui une obligation. On vit ensemble ou on meurt ensemble. Nous sommes dans une lutte politique. En tout cas, pour ceux qui m'écoutent souvent, moi, je parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire des nordistes, des royaumes mandingues, comment la Côte d'Ivoire s'est mise en place jusqu'à aujourd'hui. La Côte d'Ivoire s'est mise en place avec certaines attitudes, certains comportements qu'on ne connaissait pas avant que Alassane Ouattara, le président de la République actuelle, arrive en Côte d'Ivoire. On ne connaissait pas un certain nombre de comportements. C'est lui qui a emmené un certain nombre de choses en Côte d'Ivoire qu'on n'avait jamais vu avant. Je parle des tueries, je parle de beaucoup de choses, en tout cas que vous savez, qu'il a amené en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'urgence là, c'est quoi? L'urgence, c'est d'abord d'enlever ce monsieur-là à la tête de cet État.
C'est une urgence. Ce n'est pas quelque chose de malléable ni de négociable. On doit enlever d'abord ce monsieur-là à la tête de ce pays. Maintenant, après, là, avec nous qui avons une histoire réelle avec ce pays, que tu sois nordiste, sudiste, centriste ou de l'Occident, du Côte d'Ivoire ou de l'Orient, de la Côte d'Ivoire, de l'Ouest ou de l'Est, on pourra maintenant débattre de comment on peut organiser notre pays, tout ça, et on peut faire notre palabre interne entre nous. Ce monsieur-là, nous tous, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Je ne vais pas revenir dessus parce que, voilà, vous savez tous qu'est-ce qui s'est passé, où il est quitté, qu'est-ce qu'il a amené en Côte d'Ivoire que jamais la Côte d'Ivoire n'a connu auparavant. Donc l'urgence, c'est enlevons le monsieur là d'abord ici, après on va débattre. Les erreurs que chacun a fait par le passé, ça on pourra revenir dessus quand on sera entre nous assis. Ça c'est la deuxième des choses que je voulais dire. La troisième chose, que les gens ne pensent pas que l'exaltation de soi est une faute politique. L'exaltation de soi, ça dit que par exemple, si toi et moi on est dans la même équipe, on joue au football, on est dans la même équipe, nous deux, on est en train de jouer, mais que quelqu'un me demande est-ce que tu es fort que l'autre, et je dis oui, moi je pense que je suis un peu fort que l'autre. Dans les différentes communications, on essaie tous d'exalter notre parti politique, notre leader. Ça fait partie de la politique. Quelquefois même, dans l'exaltation de soi, on essaie de toucher un peu, d'écorcher un peu les autres. Donc que les uns et les autres ne nous en veuillent pas pour ça. Vous savez, j'ai échangé avec mon grand frère Steve Beko, j'ai échangé avec mon grand frère Blaise Las, et même, en tout cas, presque tous les grands communicants du PPACI, je leur ai dit ça. Quelquefois, il nous arrive dans la parole de dire des choses qui ne sont pas peut-être, j'allais dire, qui sont du domaine de l'exaltation de soi. Ça n'a rien à voir avec une attaque en tant que telle. Maintenant, pour revenir sur mon premier propos sur lequel je vais terminer, les communicants officiels, sachons parler, sachons analyser chaque situation. Voilà, ceux qui sont communicants officiels et non officiels. Aujourd'hui, quand vous êtes sur un panel TikTok, je ne sais pas, Monsieur Tanguy Géraud, vous êtes aujourd'hui, on peut considérer comme étant un panel officiel de tel ou tel parti politique. Mais quand vous commencez à parler, sachons vraiment utiliser les mots. Parce que quand j'attaque quelqu'un, je le blesse là. Les partisans de l'autre, c'est comme si j'ai mon papa à la maison, quelqu'un insulte mon papa. Ma responsabilité, c'est de répondre. Avant même de savoir ce que la personne a dit, s'il a raison d'insulter mon père ou non, ma responsabilité première, c'est de répondre. C'est la même chose aussi avec les communicants officiels. Si tu attaques mon président, je vais t'attaquer. Ça fait partie de la norme de la communication. Maintenant, après, là, on peut se demander pardon, on peut parler, on peut causer entre nous. Voilà, parce que nous tous, on suit nos leaders, on suit une certaine ligne éditoriale. Donc, c'est la ligne éditoriale de notre leader qu'on essaie de mettre en avant. Ne confondons pas vraiment les petites exaltations, les petites attaques personnelles avec la division. Ce n'est pas une division. Il peut y avoir des petites divergences, mais ce n'est pas une division. Donc, je termine encore en disant que vraiment, ne mélangeons pas le niveau de communication. Tous les leaders font des erreurs. Tous les leaders font des erreurs. Nous, en tant que communicants, on n'a pas le droit de dire que mon leader a fait une erreur. Pour ceux qui connaissent la communication politique, là, le communicant ne dit jamais mon leader a fait une erreur. Ça n'existe pas en communication politique. Même si aujourd'hui mon leader fait une erreur, je vais le défendre jusqu'au bout du trou. Jusqu'au bout du trou. Donc, faut pas dans ma défense de mon leader, là, tu vas venir me dire non, vraiment tu es contre l'union de l'opposition. Non, on défend son leader et puis on avance. Voilà, mais faisons en sorte que l'urgence, là, on ne l'oublie pas. Hein, je termine par cette petite histoire. On dit quand un lion est en train de poursuivre deux personnes, on n'encaisse pas crédit. Si toi et moi, je te dois 15 000 et que Lyon est en train de nous poursuivre, que tu me dis, ah, donne-moi mes 15 000 là, on va s'arrêter, on va régler le problème de 15 000, mais le lion va nous manger tous les deux. À la fin, quand on sera mort, c'est chez Dieu, on va chercher à savoir qui doit les 15 000 à qui. Donc, on fuit d'abord le lion. Après, quand on finit de fuir le lion, on peut s'encaisser les 15 000. Donc, le crédit qu'il peut avoir entre PPACI et puis PDCI, attendons, on va enlever le monsieur là d'abord. Après, on va discuter de ça. Je vous remercie. Merci, docteur Osman. En tout cas, très très belle intervention. Est-ce qu'il y a une motion pour docteur Osman qui va peut-être nous quitter bientôt ou pas du tout? C'est une très très belle intervention, de très bonnes illustrations. Merci beaucoup. Solide Manu, tu as la parole. Ok, bonsoir, grand frère Tanguy, doyen Zara, An, Soleil, Trend, Annie, Riri, 44, et puis le docteur Ousmane Chérif. En tout cas, brillante intervention. Merci à tous. Moi, je voulais juste parler un peu du patriotisme. Parce que j'ai souvenance que en 2004, je ne sais pas hein, pour beaucoup, mais je sais qu'il y avait une situation qui avait mobilisé en tout cas un sentiment général de la jeunesse
qui a fait que nos parents avaient commencé à cuisiner. Je me rappelle que ma mère avait cuisiné pour nous, les jeunes qui étaient sortis à l'époque. J'étais très jeune. Ceux qui sont sortis à l'Ivoire, ceux qui sont sortis un peu partout, même à Yamsoko, hein. Ne pensez pas que c'était à Abidjan. Nous sommes sortis pour aller vers l'aéroport par rapport à la situation qui prévalait et tout. Donc, je vais dire que l'assentiment était général qu'il y avait une forme de colère de la jeunesse. Il y avait quelque chose qui avait fouetté l'orgueil de tous les jeunes Ivoiriens. Moi, je veux rappeler ce sentiment-là et puis faire comprendre à tout un chacun que, effectivement, il y a péril en la demeure, il y a une urgence. C'est impérieux que nous comprenions que à aucun moment le RHDP souhaitera laisser l'appareil électoral neutre. Ça, je vous le dis, moi je suis formel là-dessus. Si on ne comprend pas dans quoi nous sommes là, comme je l'ai dit, la lecture de la situation détermine ton attitude et puis ton orientation politique. Il faut qu'on prenne conscience de ce qui arrive là. C'est dans quoi nous sommes. C'est la lecture. C'est parce que chacun a une lecture un peu biaisée, chacun a une lecture sous un angle. Il ne prend pas en compte tous les autres angles. Il ne prend pas en compte l'angle de son compatriote. C'est pour cela que nous sommes en train de faire ces petites guéguerres, à mon avis, qui peuvent être inutiles. C'est pas maintenant là qu'on va venir se tirer des balles dans le pied, comme on le dit. On n'encaisse pas crédit quand le lion nous pousse. En tout cas, c'est une belle figure. Je retiens cela. Il faut qu'on comprenne que actuellement, on doit réanimer le sentiment du patriotisme. Le patriotisme, ce n'est pas aller agresser, ce n'est pas pour montrer une supériorité face à d'autres nations voisines, mais c'est juste de montrer un amour démesuré pour la terre de ses ancêtres. Et je pense que ça, c'est important parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être détruit. Il y a un déni qui est effectué, qui est opérationnel au niveau de l'exécutif actuellement, qui nous capture, qui essaie de nous maintenir dans une forme de léthargie pour nous permettre de nous entretuer. Parce que quand nous ne voyons pas des progrès fulgurants, probants, sérieux sur le terrain, on en arrive finalement à s'auto-victimer et à s'auto-accuser. Et c'est ça le jeu. C'est justement ça le jeu. Alors que c'est notre résilience à former un seul bloc et puis à aller en bataille serrée qui vont faire bouger sérieusement les lignes. Parce que honnêtement, il faut vider l'appareil, l'organe électoral, l'environnement électoral là, de tout ce qui est RHDP. Ça, c'est ce qui est clair. Parce que même aujourd'hui, nos frères du PDCI comprennent aujourd'hui que l'autruche qu'ils ont voulu faire en 2010 là, ça est là. Moi, quand on criait en 2009, 2010, les gens nous trouvaient idiots, cons, on ne comprenait rien. Mais aujourd'hui là, on se frotte à cela. Toutes les incongruités qui sont relevées aujourd'hui là, mais ont découlé depuis une affaire de 2010 qu'on avait enterré. On dit, oh, on va faire l'autruche dessus. Aujourd'hui, c'est en train de s'avérer. Ça, c'est là qu'on va. Moi, je le dis toujours. Ça, c'est là qu'on va. Vous allez voir que quand nous allons toiletter l'environnement électoral là, mais vous allez voir de ces énormités, vous n'allez pas vous en revenir. Parce que c'est pas parce que ça j'aime, c'est pas parce que l'Institut de statistique, c'est pas parce que je sais l'ONU à l'époque, c'est pas parce que tous ces organes-là ont donné un certain crédit à un environnement électoral, à une liste électorale, que c'est vrai. Parce que quand il y a une volonté de faire du foutoir, de faire du n'importe quoi, ça va se faire, peu importe le nombre d'entités qui vont essayer de réguler. Donc aujourd'hui là, il faut qu'on toilette l'environnement électoral, mais il faut qu'on puisse réellement revenir à ce sentiment de patriotisme. Moi, en tout cas, j'insiste là-dessus. Il faut qu'on revienne à ça pour pouvoir coaliser toute la jeunesse, tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est la terre de nos ancêtres qui est en jeu. Ce n'est pas une affaire de partis politiques. Oubliez les partis politiques. Supposez que nous sommes dans un pays apolitique. On veut véritablement un lendemain meilleur pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos familles, pour nos proches, pour tous ceux qui vivent sur cette terre-là, on veut la paix. Et aussi, on veut la paix pour tout le monde, tous nos voisins, on veut être en paix avec tout le monde. Donc, c'est ce sentiment-là qui doit prévaloir.
C'est à cela que j'appelle tout le monde. Parce que, comme on l'a dit, on ne fait que s'auto-victimer. Parce qu'effectivement, c'est ça. Quand souvent tu ne vois pas les progrès, tu dis, ah, finalement, mais qui m'a mis dans ça là même? Et puis tu te rappelles, ah, c'est lui là. L'autre dit, ah non, mais toi, moi, qui m'avait fait ça. Mais on n'avance pas, hein. On n'avance pas. Alors qu'il faut faire bouger les lignes. Il y a quelqu'un qui a relevé quelque chose, une décision qui a été prise, qu'il serait entendu ça et là, qu'il aurait peut-être une nouvelle RLE avant les élections. Bon, on va mettre ça dans un griffe, mais je dis, il faut qu'on fasse tout pour faire tomber les barrières des enclos politiques pour que effectivement ce sentiment-là de patriotisme-là renaisse dans le cœur des Ivoiriens. Parce que effectivement, quand on voit plusieurs sons de cloche, finalement, les jeunes même qui ne s'intéressaient pas avant même à la politique, puisqu'ils ont été longtemps endormis, bon, ils sont un peu éparpillés, ils savent plus à quel sens se vouer parce que on a comme l'impression qu'il y a plusieurs sons de cloche. Donc, il faut recentrer le débat et puis le mettre en une seule voix. On résiste parce que trop c'est trop, par exemple. Et on reste sur ça. Si ça devient un leitmotiv ou un slogan ou quelque chose qui arrive à coaliser tout le monde en dehors des partis politiques, ça ne regarde plus parti politique. Que tu sois même RHDP, tu es RDM, tu vois qu'il y a une mauvaise action publique, il y a une mauvaise action de l'État ou de l'exécutif ou d'une collectivité qui te gère, il faut qu'on établisse le lien de causalité qui a envoyé cette injustice-là, qui t'a frappé. Et il faut que tu comprennes qu'on doit véritablement assainir notre environnement pour que s'il y a jeu électoral plus tard, on puisse compétir en toute quiétude. Mais moi, je vous le dis, le RHDP ne peut jamais laisser la vérité sur le narratif de 2010 sortir au grand jour. C'est sur ça que je m'arrête. Merci. Merci. Oui, tu peux m'aider aussi à modérer. Hein. C'est à qui? Je pense que le doyen Zara va faire sa... Soleil Alanté n'a pas parlé, sinon Zara va faire sa prise de parole. Je pense qu'il a eu que des motions, il a fait que des motions. Maintenant, ouais, Riri, tu peux aider Hans à modérer, s'il te plaît. Ok. Merci. Oui, mais pratiquement, mes motions étaient des prises de parole. Hein. J'ai pratiquement dit ce que je devais dire. Hein. Au niveau des stratégies à mettre en place, même si on n'a pas la prétention de donner tous les détails des stratégies ici, parce qu'on n'en a pas la compétence peut-être, mais ce n'est pas aussi notre objectif. Mais c'est simplement de dire que... Annie, il y a le micro qui est ouvert. Annie, ton micro, hein. Annie. Non, mon micro, il est fermé. Mais je ne sais pas. Non, c'est ouvert, attends. Non, il est ouvert. C'est bon, j'ai fermé là. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que... j'ai perdu un peu le fil, mais je l'ai retrouvé, c'est pas grave. Alors, donc, je disais que le but, c'est pas d'étaler ici les stratégies, parce qu'en réalité, il n'y a pas de stratégie. Ce qu'il y a à faire, c'est de comprendre l'urgence du danger qu'on court, que toute la Côte d'Ivoire court. Voilà. De comprendre aussi que le régime qui est là au pouvoir en Côte d'Ivoire actuellement est en train de faire en sorte de pouvoir avoir la même mise sur le pays, mais pour aussi longtemps que possible. Mais c'est normal. Un parti politique qui s'est créé, mais son but, c'est de conquérir le pouvoir ou bien de le conserver. Donc, Ouattara, il utilise tous les moyens pour pouvoir conserver le pouvoir. Malheureusement, sa façon de vouloir conserver le pouvoir est aujourd'hui grosse comme un nez sur le visage, donc c'est très visible, ça se voit, et c'est monstrueux, donc nous disons non. Mais comme je dis toujours, la vie de façon générale, c'est une question des rapports de force. La vie est une question des rapports de force. Si tu ne réussis pas à t'imposer
par ton importance, par l'acuité de ton intelligence, mais tu vas rater beaucoup de choses. Mais c'est la même chose en politique, c'est un rapport de force. Tu ne réussis pas à t'imposer, mais l'autre va s'imposer. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que Ouattara, depuis tout le temps que nous crions, depuis tout le temps que nous disons qu'il faut mettre le nom des 3 personnes, les 3 premières personnes qui avaient été retirées de la liste électorale, je veux dire le président Laurent Gbagbo, le président Soro Guillaume et puis le président Charles Blé Goudé, il faut remettre leur nom sur la liste électorale. Alassane Ouattara, il n'avait pas de souci, il était tranquille, il s'est dit, oh, ceux-là, ils vont bavarder, et puis après, ils vont rien faire. Ok. Et après, bah, il a ajouté Tidiane Cham, donc on est devenu 4. On est devenu 4, mais voilà, ça commence à être intéressant parce que ça fait beaucoup plus de voix qui s'élèvent pour la même raison. Mais il y a que même les autres partis politiques qui n'ont pas eu leur leader, qui ne sont pas sur la liste électorale, ont aussi le même problème que nous, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres problèmes qu'on a en commun. Il s'agit des questions de transparence des élections. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liste électorale, là, elle n'est pas bonne. Il faut la changer. Il faut faire un audit de la liste électorale. Il faut faire un audit. Et ça, c'est non négociable. Il faut auditer cette liste électorale pour pouvoir avoir des gens qui ont le droit de voter, pour les avoir sur la liste électorale que des gens qui ont le droit de voter. Donc, il faut faire un audit. Mais après d'avoir fait l'audit, il faut mettre sur la liste électorale des gens qui sont en attente de s'inscrire, mais qui n'ont pas pu le faire pour une raison ou une autre. Donc, il faut donner la possibilité à ces personnes-là de s'inscrire. Après, il y a que les personnes chargées d'organiser ces élections-là, qui constituent donc la commission électorale indépendante actuelle, là, elle n'est pas crédible. Comme je l'ai dit tantôt, les membres de cette commission-là ont suffisamment montré qu'ils sont au service, ils sont comme une sous-section, ou bien ils sont comme un comité de base du RHDP, donc il faut les changer pour que on puisse tous avoir confiance à l'organe chargé d'organiser les élections. Donc ça, il faut le faire. Ça, c'est quelque chose, c'est non négociable. Et puis, il faut qu'il y ait donc un découpage électoral qui réponde aux critères universels. Donc ça veut dire que il faut tenir compte de la population, voilà, et puis peut-être 80% ou 90% population et 10% superficie. Donc ça, ce sont des choses pour lesquelles, mais on est encore en position de combat. Et ça, tous les candidats, tous les partis politiques sont concernés par ça, seuls, sauf le parti au pouvoir, qui estime que ces conditions-là, ce sont des bonnes conditions et qu'on peut aller à une élection comme ça. Mais justement, c'est parce que ce sont des conditions qui lui permettent de pouvoir gagner les yeux fermés. Voilà, parce qu'Alassane Ouattara veut gagner au premier tour. Donc voilà, il va se choisir des candidats, il va se choisir des adversaires politiques. Et puis bon, le jeu électoral, il le maîtrise. Et puis voilà, il maîtrise tout. Et puis bon, voilà, il va donner un pourcentage à quelqu'un là, un Kalama qu'il va choisir, un Pekno qu'il va choisir là. Il va lui donner un pourcentage. Et puis bon, voilà, c'est fini, le match est terminé. On attend encore 5 ans. Non, ça va pas se faire comme ça. C'est pourquoi nous estimons que ces problèmes qui nous sont posés, non seulement ces problèmes sont trop en termes de nombre, mais sont trop en termes d'intensité. Et on ne peut pas les accepter. Donc nous disons trop, c'est trop. Nous disons trop, c'est trop. Et de l'autre côté, les gens disent non, il faut résister. Oui, mais effectivement, si trop est trop, mais il faut résister. Il faut résister. Et seule la résistance va nous permettre de pouvoir sortir de ce guépier-là. Donc, on va résister. Mais nous demandons véritablement à nos leaders, comme l'a dit le Dr Ousmane tout à l'heure là, il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Le premier niveau, ce sont les leaders, mais il faut que les leaders donnent des messages qui sont clairs. Ils l'ont déjà dit, donc le deuxième niveau de responsabilité, il faut que ce deuxième niveau-là récupère ce message-là et le diffuse sérieusement et abondamment
au sein de la population. Bon, il a parlé dans son explication tout à l'heure là, il a parlé des gens qui sont des parleurs. Il a aussi parlé voilà. Bon, moi je ne le dirais pas comme ça. Je ne le dirais pas comme ça parce que bon, ça fait un peu, il y a un peu de mépris dedans, mais c'est pas ce qu'il voulait. Mais bon, c'est comme ça on peut percevoir la chose. Je vais simplement dire que il faut que l'information circule, c'est-à-dire que ça passe du haut jusqu'en bas. Mais quand on parle de bas, mais c'est au plus bas du bas, de sorte que les gens puissent comprendre. Il y a des gens, ils ne comprennent. Pour eux, quand le président a parlé, quand le leader a parlé, oui, le leader a dit ça, mais voilà ce qu'il voulait dire. Maintenant, c'est ceux qui sont dans les couches intermédiaires qui doivent expliquer à ceux qui sont en bas ce qu'il voulait dire à travers ce qu'il a dit, pour que on puisse synchroniser la pensée et les actions. Parce que aussi longtemps qu'il n'y a pas une compréhension homogène, on ne peut pas avoir de synchronisation de pensée et d'action. Et c'est très important. Voilà, c'est très important de faire ça. Et moi, je pense sincèrement que nous avançons vers la fin du processus, c'est-à-dire que du processus de peur. Le moment viendra où nous allons nous libérer même de notre peur sans qu'on nous demande de le faire, parce que c'est, comme je le dis, c'est une question de vie, c'est une question existentielle, c'est une question de survie surtout. Et quand on est dans le danger, on ne se pose pas 1000 questions, on se dit qu'il faut régler le problème, on n'aura plus besoin de le contourner, on va le régler. Donc, les pressions viendront. Tidiane Thiam, il sait ce qu'il sait faire. La communauté internationale, il approche la communauté internationale. Je crois qu'aujourd'hui, il était à l'Union européenne. Après, il va rencontrer encore, je crois, c'est l'ONU, il va rencontrer toutes ces personnes-là. On espère que ça va apporter les fruits escomptés. Mais au niveau national, mais le président Laurent Gbagbo, il est là. Moi, quand je vois le président Laurent Gbagbo, quand je l'écoute, je me dis, ce monsieur-là, il a fait toutes les guerres. Il est passé par tous les chaudrons. Il n'a plus peur de chaleur, il n'a plus peur de froid. Et il se dit, c'est le dernier combat de ma vie. Je le mènerai. Si je dois tomber au front, je tomberai au front. Donc le président Laurent Gbagbo, sur le terrain, il va faire ce qu'il y a à faire. En attendant, si Tidiane Thiam ne vient pas, que le président Laurent Gbagbo, il est sur le terrain, le président Laurent Gbagbo, il va en fait, naturellement, il sera le leader. Il sera le leader naturel sur le terrain à Abidjan qui va conduire la lutte. Mais on n'a pas besoin de lui faire une intronisation, on n'a pas besoin de lui faire une investiture de leadership, mais ça va se faire naturellement. Ça va se faire naturellement. Donc, sortons des compartimentalisations du combat, sortons des enclos, comme l'a dit Solid Manou, et puis allons dans le combat. Allons dans le combat. Quand un leader va appeler pour un rassemblement, il va appeler à un rassemblement. Moi, je demande à ceux qui peuvent le faire de partir à ce rassemblement-là. Et parce que ce qui va faire reculer Alassane Ouattara, c'est non seulement le nombre, en premier lieu le nombre, mais il y a aussi les messages qui vont être donnés lors des rassemblements. Donc, et je sais très bien ce que c'est, hein. J'ai un peu étudié la mentalité, j'ai un peu étudié la foule, comment la foule raisonne. Lorsque le leader politique, mais ça le motive et puis il se dit que bon, j'ai les soldats, je peux aller au combat. Et les messages forts sortent. Donc, il faut beaucoup de mobilisation. Ceux qui sont là, ceux qui ont peur, il ne faut pas qu'ils aient peur. Le premier ennemi de l'homme, c'est la peur. Le premier ennemi de l'homme, c'est la peur. Soit dit en passant, j'ouvre une parenthèse rapidement, mais c'est parce que l'homme a peur qu'il a inventé Dieu. Je referme la parenthèse, ce n'est pas un débat que j'ai ouvert. Donc, le premier ennemi de l'homme étant la peur, il faut qu'on vainque d'abord cette peur-là, et puis on va avancer. Voilà, merci beaucoup.
Merci à toi, Zara, pour cette brillante intervention. Nous avons la présence de Guigui Fall, Annie. Annie, tu peux prendre la parole. Bonsoir à tous, tonton Zara, à tout le monde, je vais pas, à tout le monde, bonsoir. Bon, je sais pas qu'est-ce que je vais dire. En fait, moi, le sujet de leadership au niveau de l'opposition me dérange un peu parce que pendant que on lutte le poste de leadership, Draman est en train de prendre de l'ampleur avec sa dictature dans notre pays. Et ça devient compliqué. Je pense qu'on perd du temps. Ça, c'était ma petite introduction à ce niveau-là. Et puis, concernant les enjeux, parce que c'est ça la thématique du panel. PPACI face aux enjeux. C'est ça? Riri, Hans. Oui. Pour toi, quelle solution pour qu'il y ait l'entente que se passe bien? Ce n'est pas la thématique. Soleil, pardon. Il faut faire pour l'unité, pour pouvoir rester dans la mobilisation pour que ce soit... Mais c'est pour ça, il y a tellement d'enjeux et puis les enjeux sont tellement... Les enjeux sont tellement... je sais pas, les enjeux sont tellement graves et visibles, sauf celui qui n'a pas envie de voir. Parce que moi, il y a 2 points dans ces enjeux-là et je crois que c'est pour ça que le président Laurent Gbagbo, qui est notre leader, continue de faire cette lutte. Il y a la cohésion sociale. Tout le monde le sait. Depuis 1999, la Côte d'Ivoire a perdu sa légitimité, sa démocratie. La Côte d'Ivoire a tout perdu. Il y a eu le coup d'État de 1999. En 2002, on a connu plusieurs crises. En 2010, il y a la rébellion qui a éclaté comme il se doit. On a vécu tellement de choses en Côte d'Ivoire que là, le président Laurent Gbagbo essaie de comment je peux m'exprimer, éradiquer tout ça. En fait, c'est pour ça qu'il a créé le slogan « Trop, c'est trop », si je ne me trompe pas. Après ça, je ne vais pas m'attarder dessus. Après ça, il y a la réconciliation nationale. Alassane Dramane Ouattara, quand il prenait le pouvoir, il a dit qu'il allait avoir une réconciliation nationale, il allait avoir une justice. Et on se rend compte que depuis 2015, rien n'a été fait. Rien de tout ça n'a été fait. C'est tout ça que le président Laurent Gbagbo veut régler. C'est pour ça qu'il a créé le trop, c'est trop. Il y a les arrestations abusives. La libre expression est bafouée. La justice ne fait pas son travail. Il n'y a pas de... Quand je dis que la justice ne fait pas son travail, c'est-à-dire que les gens n'ont plus le droit de revendiquer. Quand telle personne qui se met à revendiquer, il est emprisonné. Pour rien et pour tout, il est emprisonné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. On l'accuse juste, on l'emprisonne pour 10 ans, 15 ans, juste parce qu'il essaie de revendiquer ses droits. Ça, c'est pas normal. C'est tout ça que le président Laurent Gbagbo veut changer. C'est pour ça qu'il a instauré ce slogan-là, trop c'est trop. Quoi encore? Il y a la CEU, la RLE, je sais pas, mais il y a tellement de choses. Rien n'est fait. Ils refusent de mettre le nom de tous les candidats sur la liste électorale. La réconciliation nationale, normalement, ça devait se faire au niveau du Grand Ouest. Tout le monde sait ce que les gens de Dioko ont vécu. Les gens, ils disent 3000 morts, mais moi, quand je fais mes calculs, pas mes calculs, mais quand je regarde, je me dis qu'il y a eu plus de 3000 morts. C'est ce que le président Laurent Gbagbo veut régler. Donc, le président Laurent Gbagbo, étant démocrate, qui connaît la situation politique, la situation sociale de son pays, de son peuple, il demande qu'il y ait une élection transparente. C'est-à-dire reprendre la RLE, même si Dramane trouve que ça lui appartient, mais nous, peuple ivoirien, on dit que ça ne lui appartient pas. On va aux élections transparentes avec tous les candidats. Quand mon président, mon leader sera au pouvoir, il réglera tout ça. Donc voilà un peu. Moi, j'appelle à mes frères et sœurs, mes camarades combattants. Quand on décide de faire un combat, on essaie d'abord d'analyser la vision politique de son leader. Notre président Laurent Gbagbo n'est pas un amateur politique. Il fait la politique depuis plus de 30 ans. On n'était même pas encore né. Quand il a commencé la politique, il n'est pas dans les bassesses. Il sait où il va.
il sait qui il a en face de lui. Donc moi, je pense que c'est dans cette lancée-là qu'on doit se mettre, on doit suivre sa vision. C'est en cela que Dramane Ouattara sortira de notre pays définitivement. Je vais m'arrêter là et si j'ai lieu de reprendre la parole, je suis là. Merci. Merci, Annie. Je t'en prie. Monsieur Guigui, vous avez la parole. Merci. Soyez le bienvenu. Merci, ma soeur. Je dis bonsoir, mon frère Hans. Bonsoir à Tanguy qui nous a fait l'honneur de nous retrouver ici sur son panel pour échanger de ce qui nous tient à cœur et ce qui nous réunit le plus, c'est l'amour de notre pays. Je dis bonsoir ici à ma petite soeur chérie, étoile filante, qui illumine le panel avec les cadeaux. Bonsoir Soleil, bonsoir Annie, bonsoir le grand frère Zarathos, Solo Diman, bonsoir et bonsoir à tous. Merci à ceux qui tapotent, vraiment que le nombre de tapotages que vous réalisez soit le nombre de bénédictions que Dieu ajoute à votre vie et à tout ce que vous allez avoir dans votre vie. Ceci étant, je dis que moi, c'est fini le temps de pouvoir réfléchir à une RLE, de pouvoir réfléchir à, à une quelconque élection. Je sais pertinemment que les bases de cela ne sont pas posées dans ma Côte d'Ivoire et je me braque résolument et de façon radicale à une quelconque candidature d'Alassane Ouattara, parce que c'est à cela que nous sommes appelés aujourd'hui. Quelle que soit la RLE, quel que soit ce qui se passera, il faudrait que Ivoiriens que nous sommes, pour la dignité de l'Ivoirien même, que Alassane Ouattara, on lui barre la route à une quelconque candidature, parce que c'est une violation de notre constitution. Ça, c'est la première des choses. Pour rien au monde, lui, il est qui pour pouvoir violer, quand il veut, la constitution ivoirienne. Aujourd'hui, par ce tac-là, Alassane Ouattara est en train de dire à tout un chacun de nous, à chaque Ivoirien, qu'il n'y a pas d'homme dans ce pays. Il n'y a pas d'homme dans ce pays. Et c'est à travers ce tac-là, c'est ce langage-là qu'il est en train de nous véhiculer. Quand des choses qui ne peuvent pas se faire, qu'on ne peut pas tolérer, sont faites par le RDR, et que quand les autres le font, ils vont en prison, par ce tac-là, c'est ce que Alassane Ouattara nous transmet comme communication pour dire qu'il n'y a pas d'homme dans ce pays. Et pour avoir des institutions fortes, pour avoir une institution forte, pour avoir une dignité, pour avoir un respect, cela passe par là d'abord. Notre résilience face à toute forfaiture de ce monsieur. Pour dire que rien, on ne doit monnayer. On ne doit monnayer. Rien ne doit être monnayé contre notre dignité. Même pas la candidature du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est candidat, ça c'est son droit. Mais Alassane Ouattara n'a pas le droit de candidater dans cette nation encore aujourd'hui. C'est écrit dans cette constitution qu'il a dans sa poche, qu'il brandit chaque fois dans sa poche. C'est inscrit dessus. Et moi, je fais barrage à une énième candidature d'Alassane Ouattara. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis persuadé que ce monsieur, le connaissant, n'est pas en train de partir vers la résolution de tout ce que l'opposition lui a placé sur la table. Il ne fait rien avec ça.
C'est nous qui sommes en train de tergiverser pour dire non qu'il va falloir qu'on aille à une RLE, c'est-à-dire que le débat intello, oui, à une RLE, il faut que les candidatures soient acceptées. Nous sommes à combien de temps des élections aujourd'hui? Nous sommes à combien de temps? C'est 25 octobre. Hein. Nous sommes dans le mois de mai. On comptait les mois. Il reste combien de mois? Alassane Ouattara est en train de préparer. Il est en train de préparer un coup de force. Et je vous comprends parce que, en tant qu'Ivoirien, on est épris de paix et de justice. C'est-à-dire qu'on aime notre tranquillité, on aime la paix et autres. Donc, on fait tout possible pour éviter tout ce qui est bain de sang et autres là. Mais écoutez, que nous voulons ou pas, c'est vers ça que nous partons. Si vous voulez, faites-le. Mais demain, vous allez venir dire que Guigui Fall nous avait dit que c'est sur ça qu'on allait terminer. Parce que ce monsieur-là, il n'entend point de raison. Eux là, ils connaissent le langage de la force. C'est pas la violence, c'est pas la force qu'ils ont eu ce pouvoir. Et ils n'entendent pas entendre d'une autre oreille que par ces mêmes expressions. Donc, si vous voulez, on peut tergiverser, on peut parler de RLE, on peut parler de loi. Mais nous sommes en face des gens qui sont hors la loi. Moi, je ne me flatte pas, je ne cherche même pas à rêver à quoi que ce soit. Je me suis en train de me préparer au pire. Maintenant, si Dieu fait qu'il a touché leur cœur et qu'ils ont changé de décision et qu'on va vers la normalisation des choses, je rends gloire à Dieu et puis on avance. Mais moi, je suis très clair et très carré dans ma tête actuellement. Préparons-nous les quais, rétrécissons les manches de nos chemises parce que bientôt, la rue là, c'est le langage de la rue que ceux-là vont entendre. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.